Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. On quitte le domaine de la chasse pour... ça va nous faire un peu du bien. Respirons un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes accro aux jeux vidéo, Julie. Pas du tout, pas du tout. Vos enfants le sont-ils? Oh bah sûrement, je sais pas. Sûrement, je vais vous donner les chiffres, donc vous allez peut-être être surpris. En tout cas, il y a 30 millions de Français qui jouent aujourd'hui. Et on ne parle précisément pas que des enfants, pas que des ados. Les joueurs en moyenne ont 34 ans. 51% des Français jouent régulièrement, pas simplement sur les consoles, mais aussi sur leur smartphone. Ces jeux qui détendent, qui captivent, qui nous plongent dans un monde très particulier, très étranger au vôtre peut-être, mais c'est un phénomène de société à n'en pas douter. Et voilà pourquoi pendant 5 jours, les industriels et les concepteurs de jeux vidéo du monde entier se retrouvent porte des Versailles pour la Paris Games Week. Des nouveautés à l'appel, des joueurs de tout niveau qui pourront les tester. C'est parti jusqu'à 11h. 9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Moi, j'en suis à peu près restée là, à l'époque de Super Mario. Ah oui, mais là mes enfants jouent à ça. Ouais, Alors, ouais. on en parle avec tous nos amis réunis aujourd'hui. Lou Lassina-Foubert, spécialiste des jeux vidéo, auteur de Génération Mario. C'est pour vous. Bonjour. Fabien Néo-David qui est avec nous. Alors, vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que vous faites dans la vie. Sélectionneur de l'équipe de France. Oui. Quoi? Mais de e-foot. E-foot, oui, Ça veut dire du foot virtuel. exactement. Vous êtes le Didier Deschamps des consoles. Le Didier Deschamps. Très bien, bravo. Exactement. Bravo pour votre carrière. Michael Stora est avec nous. Bonjour Michael Stora. Alors, vous êtes joueur vous-même, psychologue, psychanalyste. On vous connaît bien pour présider aussi l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et vous utilisez les jeux vidéo aussi comme médiation, comme traitement, parfois même. On peut dire ça comme ça? Thérapie? Thérapie. Oui, c'est ce qu'on appelle des médiations numériques. Ça Oui. fait pas très longtemps et c'est vrai que je suis assez fier d'être un des pionniers en France à avoir utilisé les jeux vidéo pour soigner, en effet, d'utiliser ce fameux monstre comme outil thérapeutique. C'est ça. Loin À l'époque, en des tout cas. clichés que vous soulevez, de ces jeux vidéo qui apportent la violence à la maison, qui détruisent les neurones de nos enfants. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ce constat-là, qui pour vous n'est pas le bon, n'est pas suffisant. Oui, alors c'est vrai que ça a un peu changé parce que quand même il y a 15 ans, beaucoup de parents n'avaient pas connu eux-mêmes l'objet jeu vidéo dans leur propre enfance. Le fossé générationnel était vraiment marqué. Maintenant, les parents de 40 ans ont connu l'objet jeu vidéo. En effet, ils ont joué à Mario ou à d'autres types de jeux. Oui. Donc, ils connaissent un peu mieux la grammaire et ils ont un peu moins peur. Néanmoins, il y a encore des petites peurs et autres dont mon métier est d'essayer de les analyser. Oui. Et au contraire, on peut se rendre compte, j'étais hier soir à la Paris Games Week, que toutes les générations y sont. Ah, c'est incroyable. Hein. Alors, c'est à Porte de Versailles pendant 5 jours. Les plus gros éditeurs, évidemment, de jeux, parce que c'est du gros business, sont présents comme PlayStation, Microsoft, Nintendo, Ubisoft. L'an passé, le salon a accueilli 300 000 visiteurs. Hein. C'est vraiment un marché, on va en parler. Lou Lassina-Foubert, vous avez quel âge pour situer un peu votre génération? 32 ans. 32 ans, très bien. Et fan de jeux depuis que vous J'ai êtes commencé tout à petit? 8 ans en fait. Oui. Un peu par hasard en fait. Un cadeau de Noël et puis depuis, c'est une grande passion pour moi. Et vous êtes devenu spécialiste du genre. Racontez-nous ce qu'on va pouvoir trouver au Paris Games Week. C'est la crème de la crème en matière de jeux vidéo qui se trouve porte de Versailles. Alors c'est vraiment toutes les dernières sorties actuelles. On a différents salons qui existent par le monde. Le Paris Games Week, c'est vraiment sur les jeux qui sortent. Il n'y a pas d'annonce en fait. D'accord. Certains salons, comme à Los Angeles, l'E3 qui est très attendu en général, il y a des annonces. Au Paris Games Week, c'est vraiment un salon pour les consommateurs, c'est-à-dire pour pouvoir jouer à tout ce qui va arriver très bientôt, des jeux très attendus. On pourra tester en avant-première, ce que vous voulez Oui, dire? oui, il y a des files D'accord. d'attente pour que les gens puissent essayer en fait complètement les jeux qui sont récents, qui sortent et qui permettent un petit peu de voir le marché. Évidemment, la date n'est pas choisie au hasard puisqu'on est près oui. effectivement de la période de Noël. Donc c'est avant tout un intérêt commercial surtout pour les éditeurs de vendre Bien leurs sûr. jeux à succès. Période de Noël, en pleine vacances de la Toussaint, ils sont très malins évidemment. L'enquête est sortie cette semaine sur les Français et les jeux vidéo et souligne la réalité que vous disiez, très familiale. Écoutez Julie, 97 des 10-14 ans jouent, c'est déclaratif mais quand même. 94 des 15-18 ans, 83% des 35-44 ans, 55% des plus de 55 ans. Alors ça, moi, ça me laisse bouche bée. Bah, Et la vraiment- moitié des plus de 55 ans qui jouent aux jeux vidéo? C'est vraiment transgénérationnel en fait, parce que le jeu vidéo, mine de rien, c'est quelque chose d'assez vieux. On peut remonter en fait aux années 70 avec l'époque des bandes d'arcade et des premières consoles. Oui. Il y a eu un espèce de crash vers 1983 et ensuite il y a eu un second boom en fait du jeu vidéo avec une véritable démocratisation qui n'a fait que s'accentuer en fait au fur et à mesure. Je me souviens d'une anecdote d'une amie qui me disait que son père lui avait acheté une NES à elle. C'est quoi une NES, une console? Donc la console de Nintendo, la première console de salon de Nintendo, Oui. sur laquelle est sorti justement Super Mario en 1985.
Et du coup, il avait en fait pris la NES dans la chambre dans sa chambre à lui, la chambre parentale, pour éviter qu'il joue trop. Alors qu'en fait, c'était lui qui jouait en fait tous les soirs. Et en fait, ces joueurs-là, donc qui avaient déjà une trentaine d'années, ont aujourd'hui vieilli. En général, quand on commence à jouer, on continue à jouer finalement. C'est vrai que c'est un passe-temps qui. Mais on joue garde. moins justement avec la console reliée au téléviseur. On joue aussi sur les tablettes, sur les smartphones. C'est ça, effectivement. Les différents supports nous aident. Actuellement, le jeu vidéo n'est plus seulement sur console ou sur ordinateur. Il y a la tablette, il y a le smartphone qui a aussi participé à la démocratisation du jeu vidéo. On a vu des phénomènes de société comme Pokémon Go, par exemple, qui ont rassemblé vraiment des différents types de joueurs. C'est vraiment un loisir répandu. Michael Stora, vous êtes bien placé pour le savoir, parce que j'imagine que vous avez aussi des parents qui viennent vous consulter en disant « Oh là là, mon fils est peut-être un peu trop addict aux jeux vidéo, mais c'est une histoire de famille des fois ». Ou pas? Oui, alors c'est tout à fait. En effet, c'est la partie un peu visible. Les parents qui disent viens, voilà, mon fils joue trop, pour se rendre compte petit à petit, et ça je pense c'est important de le préciser, que n'accusons pas l'écran ni le jeu vidéo d'être à l'origine de tous les maux. Oui. C'est vraiment une erreur. C'est une flemme presque intellectuelle et de l'esprit de saisir qu'il y a d'autres enjeux beaucoup plus compliqués. Mais c'est vrai que au fond, dernièrement, j'ai eu comme ça une maman qui me disait mon fils joue trop. Je reçois le fils qui finalement avait eu son bac, avait une petite amie, avait un groupe d'amis. Et puis finalement pour dire bah oui, depuis qu'il joue aux jeux vidéo, il s'occupe moins de moi. Donc vous voyez, c'est une anecdote un peu étonnante pour montrer à quel point il y a d'autres enjeux familiaux et autres. Et moi, j'ai tendance à penser que peut-être un des drames actuels, c'est que lorsqu'on rentre dans un appartement, tout le monde est seul face à son écran. Oui. Et je pense qu'il faut plutôt partager nos écrans d'une certaine manière. Et il m'arrive moi-même de jouer avec mon fils au risque de perdre. Je pense que c'est important que parfois... C'est très dur pour vous, non? Non, alors j'ai fait une analyse, vous savez, donc j'accepte maintenant l'idée de perdre. Ouais. Mais c'est vrai que non, évidemment, je crois que c'est intéressant. J'ai commencé avec ma fille une partie sur SimCity. Il y a une nouvelle manière d'envisager le jeu qui se partage en famille, au-delà de la Wii qui à l'époque a beaucoup justement joué sur la dimension familiale, mais même regarder son enfant jouer à certains jeux, c'est splendide. Je crois qu'il y a un moment où il faut aussi... Même si on comprend rien, justement. Oui, mais il peut nous expliquer. C'est important de savoir expliquer. Et je pense que sur le phénomène Fortnite, je termine là-dessus, qui souvent inquiète tellement de parents. Moi, je dis, mais Fortnite, c'est quoi? C'est ce fameux jeu avec 250 millions de joueurs dans le monde. Oh là là. Vous savez, beaucoup d'ados y jouent de manière parfois excessive. Mais le contenu du jeu, c'est de la guerre. Le contenu du jeu, c'est violent, c'est de la guerre. Il faut détruire des trucs. Vous savez, le jeu en général a toujours été un espace de mise en scène de nos pulsions agressives. Donc c'est un jeu où on est dans la veine de la chasse. Il faut tuer tous les autres et devenir le dernier. Mais néanmoins, vous rendez compte du message là? On vient de faire 1 heure sur la chasse. Oui, et justement, continue de dire qu'il faut tuer tout le monde. Il va nous expliquer. Ça reste. Vous savez, tuer n'est pas jouer. Hein. Voilà. Je le rappelle, c'est du jeu. Ouais. C'est l'espace de. Michael Stora est là pour nous parler de ces jeux, de ce rapport aussi à cette addiction éventuellement, mais à ces jeux en tout cas. Jeux collectifs, c'est bien, ça va vous faire réagir, Fabien Néo-David, vous qui pratiquez le e-sport. C'est peut-être un mot barbare pour vous. Alors vous allez nous expliciter tout ça pour le foot notamment. À tout de suite pour faire le tour de la question à l'occasion de la Paris Games Week. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. Le tour de la question sur les jeux vidéo. Sur les jeux vidéo, avec les gamers, comme on dit, mais parlons, francisons un peu les choses. Les joueurs sont avec nous en studio, spécialistes des jeux vidéo. Lou Lassina Foubert, il a commencé avec la Game Boy, j'imagine, à 8 ans, comme un peu nombreux de personnes de cette génération-là. Fabien Néo-David est avec nous, sélectionneur de l'équipe de France de e-foot et surtout à la tête de la plus grosse équipe de e-sport, Team Vitality. Vous allez nous en parler tout de suite, sous la gouverne de Michael Stora, qui est joueur lui-même, président de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Le e-sport, qu'est-ce que c'est, Fabien? Je pense qu'il faut vraiment le vulgariser, et je vais le faire de la manière la plus synthétique et la plus simple possible. C'est simplement de la compétition de jeux vidéo. Voilà. D'accord. Donc c'est pas parce qu'il y a eu tout un tas de jeux qui nous permettaient devant notre écran de faire du golf, du tennis, etc. en étant reliés. C'est pas ça. Il y a plusieurs typologies de jeux. C'est-à-dire qu'il va y avoir des jeux qui vont être des simulations de sport. Donc ça, on va dire, c'est le raccourci et le raccourci absolu et ultime. C'est-à-dire par exemple, FIFA aujourd'hui est une simulation de football. Oui. Et du coup là, forcément, c'est quelque chose qui parle davantage. Et il va y avoir des jeux qui sont un peu plus experts et qui vont être un peu plus fantaisistes. Et on va appeler et ça va être aussi des jeux e-sport comme League of Legends, Counter-Strike, qui sont
des jeux éminents dans Mais quand cette vous parlez e-sport, on n'est pas debout, on ne fait pas des foulées, on ne fait pas des passes, on ne fait pas des dribbles, on est assis à sa console. Absolument pas. Effectivement, on est dans un univers et dans un monde virtuel, mais aujourd'hui, tous les événements sont en physique. Il y a un petit peu de folklore autour de ça. On pense vraiment que tous les affrontements et les confrontations sont online, alors que non, aujourd'hui, c'est vraiment des physiques, mais il n'y a pas de dimension athlétique. Il n'y a pas de dimension athlétique, c'est-à-dire qu'on reste assis avec son joystick, avec avec son clavier souris, parce que ça se joue majoritairement sur PC, à part quelques exceptions. Oui. Mais aujourd'hui, on est en tout point. Il y a beaucoup d'analogies avec le sport traditionnel et on a beaucoup en fait de parallèles avec ce milieu-là, dont on est très proche en fait de l'ADN du sport de précision finalement. Oui, sauf que vous n'avez pas de crampes. Enfin, en tout cas, pas les mêmes. C'est pas aux adducteurs, c'est aux pouces éventuellement. On a les avantages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toutes ces sensations, l'euphorie après une victoire, l'adrénaline, la dextérité, les ressources mentales, mais effectivement, musculairement, on a un peu épargné. Oui. Ah oui, ressources mentales, ça veut dire stratégie aussi. C'est des jeux de stratégie. C'est très très profond en fait. C'est vrai, on n'a pas la sensation comme ça, mais aujourd'hui, dans un milieu professionnel, on a un staff et un environnement qui est vraiment très très étoffé. On va avoir un coach, on va avoir un analyste, on va avoir des analystes vidéo, on va avoir des physiothérapeutes. Et il y a beaucoup de choses comme ça où on a à tort pensé que l'e-sport avait des défauts. C'est le cas. Je veux dire, aujourd'hui, on a des problèmes de sédentarité, on a des problèmes sur des choses qui sont avérées, mais comme c'est pyramidal et qu'aujourd'hui 0,01% des gens sont capables d'être professionnels, cette élite-là, finalement, est extrêmement encadrée et on va aller chercher des raccourcis et puiser des raccourcis du sport traditionnel. Et vous, par exemple, vous faites partie de cette élite-là parce que vous êtes sélectionneur de l'équipe de France de e-foot. Ça veut dire que vous êtes payé pour ça? C'est votre métier aujourd'hui? Aujourd'hui, effectivement, Team Vitality est géré comme un club de sport traditionnel. Bon, aujourd'hui, on a quasiment le business model identique. Sauf qu'aujourd'hui, on va dire qu'on a deux facteurs qui ne sont pas les mêmes que le sport. C'est-à-dire qu'on n'a pas de droit télé et de ticketing parce qu'on ne possède pas de stade et qu'aujourd'hui, on n'a pas les droits différents. Vous ne possédez pas de stade, mais vous faites des rassemblements de compétition dans des trucs hallucinants. Oui, l'année dernière, on peut prendre l'exemple de Bercy, où il y a eu les finales européennes de League of Legends. Et le samedi, je crois à Bercy, on a fait 12 000 personnes le samedi et quasiment, on a fait le plein le 17 000 le dimanche. Mais alors, ça veut dire quoi? Expliquez-nous, parce que moi, nous n'y étions pas avec Julie, ni la plupart de nos auditeurs. Donc, à Bercy, les gens avaient quoi, leur PC sur les genoux? Absolument pas. En fait, il y a on appelle ça du sport entertainment. C'est vraiment en fait une dimension très spectaculaire de l'e-sport, c'est-à-dire du sport. Aujourd'hui, il y a une vraie scénographie. C'est un show à l'américaine où aujourd'hui, il va y avoir deux équipes de 5 joueurs qui vont s'affronter. Qui sont sur la scène? Exactement, qui sont au milieu avec tout un storytelling autour justement de la compétition, de l'affrontement. Il y a des équipes comme la nôtre, Vitality, qui sont mis en avant. Et on a tout ça qui font en fait des matchs et des sortes de gladiateurs des temps modernes. Alors oui, on est beaucoup plus fantaisiste parce que forcément dans notre jeu, on est capable de se battre contre des dragons. Mais oui, mais vous parlez, vous criez. Alors c'est exactement. En fait, on a un système où on se parle entre nous. C'est du 5 contre 5 sur cette carte. Il y a un début, une fin. Il y a c'est exactement. Il y a un scénario. Exactement. C'est exactement ludique finalement comme une partie de football. Ça dure 90 minutes aussi. Ça dure un peu moins. Ça dure autour de 30 minutes. Une partie généralement. Et au final, il y a des titres, il y a des championnats, il y a des coupes du monde, il y a tout un écosystème. Il y a un public qui vous suit. Mais le public, alors Julie, comment il a pas ça? Non, mais aujourd'hui, c'est la même chose finalement qu'une audience qui va regarder du football. Ils encouragent les équipes, ils encouragent les athlètes. Où est l'écran? Où est le truc? L'écran, il est au-dessus, c'est-à-dire qu'on va suivre la partie. Des commentateurs vont permettre de vulgariser, permettre de hyper, on appelle ça, c'est-à-dire de rendre un peu plus vivant et de manière un petit peu plus spectaculaire les actions. Et en fait, il y a vraiment une profondeur tactique et technique du jeu qui permet véritablement de voir en fait des écarts entre les différents niveaux. Oui, puis les joueurs sont vraiment représentés. Sur l'écran, vous voyez des joueurs en dimension virtuelle, en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'ils sont sur scène, ils sont là, ils interagissent. Vous ne comprenez pas, Julie? Mais non, c'est comme voir un vrai match, je sais pas, de basket au Madison Square Garden. C'est comme si vous voyez. On voit des vrais athlètes. Enfin, je dis pourquoi je vais le situer à New York, j'en sais rien. C'est comme si on voyait à Bercy, je sais pas, un tournoi de sport. On voit des vrais sportifs sur la scène, éventuellement sur un écran aussi pour ceux qui sont loin. C'est la même chose en fait. C'est la même chose. Mais alors, dans le cadre d'un jeu vidéo, je vois pas quel est l'intérêt. C'est
Non, mais comment on transpose aux jeux vidéo? Je vois pas, je comprends pas. Alors... Vous avez sur l'écran, à la place d'avoir des joueurs, des vrais joueurs, Griezmann que vous adorez, vous avez la silhouette d'un autre, l'avatar. C'est-à-dire qu'il va avoir voilà, ce sont des avatars. Il va y avoir d'autres types de jeux. Par exemple, sur FIFA, ça peut se poser, le débat peut avoir lieu, c'est-à-dire que quel est l'intérêt d'aller regarder un match FIFA qu'on peut aller voir finalement au stade des vrais athlètes. Donc ça peut il va avoir le débat. Sauf que dans FIFA, les matchs sont déjà plus courts, beaucoup plus spectaculaires, et donc il y a davantage de buts. Mais par exemple sur League of Legends, c'est un jeu on appelle ça un MOBA, donc c'est un gros mot, je vais même pas essayer de le vulgariser tellement que c'est complexe, mais en fait c'est vraiment un jeu qui est issu de ce côté un peu heroic fantasy et qui est très édulcoré, très dur techniquement et sur la précision, et du coup c'est ça c'est l'enjeu. Oui, mais c'est un monde à part, c'est un monde virtuel vraiment. Alors il faut que nous aussi on change de logiciel aujourd'hui pour essayer en plus de vous transmettre ça par les ondes d'Europe 1, mais vous l'expliquez très bien, Fabien. David Néo, c'est votre petit surnom? C'est votre pseudo, très bien. En tant que sélectionneur de l'équipe de France de e-foot, nommé par la FFF, Fédération Française de Foot quand même. Hein. Voilà, c'est une vraie déclinaison. On se retrouve dans un instant pour parler des jeux vidéo des temps modernes. À tout de suite. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Et donc vous êtes en marge de la Paris Games Week qui ouvre aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. Nous faisons le tour des nouveautés en matière de jeux vidéo, toutes les dernières sorties. 30 millions de Français jouent aux jeux vidéo, 51% des Français jouent régulièrement, 74% occasionnellement, mais c'est énorme, mais quasiment 100% des 10-18 ans. On en parle avec nos invités spécialistes des jeux vidéo, Lou Lassina-Foubert qui a écrit Génération Mario aux éditions Third Editions, Fabien Néo-David, sélectionneur de l'équipe de France de e-foot qui a fondé Team Vitality, la plus grosse équipe d'e-sport, il nous en parlait dans le détail tout à l'heure, et Michael Stora, gamer, vous-même, joueur, psychologue, psychanalyste et président de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Alors je précise que pendant la petite pause musicale, je reçois des petits messages ainsi que Julie, je pensais que c'était sur la chasse, non, pas du tout. Recadrer ces journalistes qui n'ont rien compris aux jeux vidéo et qui ont un discours vieux et rétrograde. Mais c'est pas pour vous, Wendy, c'est pour moi, les vieux c'est pour moi. On peut assumer dans le sens où c'est pour ça que vous êtes là, messieurs, pour nous expliquer ce monde qui nous est, enfin en tout cas moi qui m'est assez étranger. J'ai joué à la Game Boy comme beaucoup, mais je me suis arrêtée là. Mais vous me disiez pendant la pause, Lou, que c'est un peu ça avec les jeux vidéo. Mais oui, mais déjà vous avez tout à fait le droit de ne pas connaître cet univers parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. Déjà, c'est un média, c'est une passion qui est assez récente, mine de rien. Mais on se souvient que le cinéma, la photographie aussi au début, enfin c'était des trucs qui étaient absolument pas reconnus. Donc aujourd'hui, il y a un besoin de reconnaissance de la part de beaucoup de joueurs, du coup qui se traduit un petit peu par une espèce de violence, d'agressivité, j'allais dire. Mais effectivement, on peut dire violence, en tout cas les propos. Voilà. Mais on aime ou on n'aime pas, on adhère ou on n'adhère pas un peu quand même aux jeux vidéo. C'est vrai qu'en général, les profils qu'on rencontre, soit ce sont des gens qui jouent beaucoup, qui ont une vraie passion, une vraie connaissance, soit des gens qui ne s'y intéressent pas du tout. L'entre-deux est relativement rare, même si justement avec l'émergence du smartphone et du jeu sur smartphone, il y a beaucoup de gens qui sont un peu joueurs dans le métro, ça occupe les jeux de réflexion, les jeux de couleurs, d'association, tout ça. Candy Crush par exemple, j'imagine que vous avez peut-être essayé sur votre smartphone. Non, j'ai pas essayé, mais je sais ce que c'est. Voilà, les petits jeux qui occupent aussi dans le métro, dans le bus. C'est pas vraiment du jeu vidéo, ça quand même, Michael Stora. C'est de l'occupation virtuelle. C'est ce qu'on appelle des casual gamers, et d'ailleurs c'est ce qui a fait qu'il y a 51% de joueuses grâce à ces petits jeux. Candy Crush, comment on peut résumer ça, Lou? C'est ce qu'on appelle un match 3. Donc réunir 3, c'est l'objet, c'est simplement réunir 3 couleurs, 3 objets identiques. Des petits bonbons qui tombent. C'est ça, oui. Donc il y a plein de jeux de déclinaisons comme ça. D'accord. Les jeux de salle d'attente. Oui, c'est ça. Mais bon, voilà. Mais néanmoins, ça fait partie de la culture du jeu vidéo. Et ça reste du jeu vidéo malgré tout. D'accord. Raphaël est avec nous, ainsi qu'Aurélien au Standard d'Europe 1. Bonjour Raphaël. Bonjour Wendy. Alors vous êtes joueur et vous tenez ce qu'on vous appelle comme ça. Merci, parce que gamer c'est quand même très anglo-saxon. Ouais, puis j'ai regardé dans le dictionnaire, ça n'existe pas gamer. Et ben voilà, merci d'être puriste, Raphael. Alors vous jouez depuis. Non, je suis surtout linguiste. C'est très bien, bravo, tout à votre honneur. Vous jouez depuis longtemps? Vous avez quel âge? J'ai 22 ans, je compte plus, donc c'est vous dire. Après moi je joue beaucoup à des jeux de stratégie. Oui. Et je bois du petit lait quand j'entends que Candy Crush c'est pas un jeu vidéo. Voilà, le côté pas très développé, ça me dérange un petit peu, pour être honnête. Mais c'est vrai que c'est une passion, et quand j'entends à l'instant dire qu'il n'y a pas d'entre-deux, je suis vraiment pas d'accord. C'est dommage qu'on puisse dire ça. Déjà quand je vois la popularité par exemple de la chaîne Joueurs du Grenier sur YouTube. Oui.
qui fait du rétro gaming. Ça montre déjà que le jeu vidéo c'est beaucoup plus ancien qu'on veut bien le dire. Et surtout il y a des entre-deux. Il y en a qui vont jouer, je sais pas, juste comme moi j'ai pu un moment jouer seulement Age of Empires. C'est un jeu de stratégie en temps réel, voilà, qui fait référence depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà, bon, je trouve que c'est dommage, vraiment qu'on puisse dire. C'est dommage de quoi? Non, mais c'est pas grave, vous êtes là pour vous exprimer aussi, Raphaël, c'est pas mort d'homme dans l'histoire quand même. Mais c'est bien que vous nuanciez. C'est de le dire maintenant. Non, mais c'est bien que vous vous exprimiez, parce que regardez, j'ai par exemple sous les yeux le journal Libération qui fait sa une, c'était hier, et qui dédie 4 pages à un jeu qui s'appelle Red Dead Redemption 2. Donc Raphaël, je pense que vous connaissez mieux que nous. Non, j'y joue pas du tout. Si je connais Red Dead Redemption, je connais, mais pour moi c'est dans la lignée des Call of Duty, etc. Et j'y ai joué très peu. Et j'ai horreur de ces jeux-là. Alors, je vais être honnête avec vous. Il faut que vous nous expliquiez ces jeux-là, Michael Stora, parce que Libération titre La nouvelle frontière du jeu vidéo, un blockbuster qui sort demain, qui repousse les limites du genre. On voit 4 cow-boys dans la pénombre, leur silhouette se détacher un soir de pleine lune. On dirait un film, hein. On se croirait dans un vrai western. C'est élégant et sophistiqué comme un long métrage. C'est incroyable. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a cette tendance qui existe d'année en année, grâce aussi aux innovations technologiques et graphiques, c'est-à-dire le réalisme, l'hyper-réalisme, mais aussi d'autant plus, moi j'ai joué au premier, qui est un jeu splendide en mode solo, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en ligne. D'accord. Et c'est une histoire qu'on se raconte véritablement. J'ai cru saisir en lisant l'interview que finalement il y a eu un vrai désir aussi de revenir vers ce qu'on appelle des jeux à vocation narrative, où la narration interactive avec les autres personnages est très très importante. Et je pense que justement cette sorte de dichotomie entre cinéma et jeux vidéo est quelque chose qui pose question et qui finalement, je trouve très de manière créative, crée des nouveaux enjeux, des nouveaux challenges. Et c'est vrai que j'entendais cette personne qui venait d'appeler, Raphaël, pardon, qui évoquait ce qu'on appelle un peu la culture du rétro gaming, et entre autres le joueur du grenier est quelqu'un qui ce sont les anciens joueurs, donc oui, mais justement, on voit des gens, c'est bien, il y a des sortes de nostalgiques, des vieux jeux, des jeux par au-dessus, isocèles, avec des gros pixels, et je pense qu'il ne s'agit pas. Alors, certains même me disaient, je peux pas jouer à Zelda en 3D. Donc Zelda étant un des jeux, parce que je n'aime que en 2D. Donc on voit qu'il y a ces sortes de positions, parfois passionnées. C'est ce qui fait aussi la richesse culturelle du monde du jeu vidéo. Puisque Raphaël est linguiste, je précise quand même qu'on est dans une grammaire particulière avec ces jeux vidéo. La Paris Games Week ce week-end, un engouement, c'est sûr, du côté des Français pour les jeux vidéo et pour une véritable industrie. Vous allez nous la décrire aussi, Lou Lassina-Foubert, vous qui êtes spécialiste du genre, car on parlait du cinéma, on est presque là-dedans pour un certain nombre de jeux vidéo dans la conception. A tout de suite avec nos invités. Et Julie. Jusqu'à 11h, nous essayons de comprendre l'engouement pour les jeux vidéo. 30 millions de joueurs en France, presque un Français sur 2. Wendy Bouchard. Et on va parler de ce marché du jeu vidéo qui va très bien en France. Un chiffre d'affaires de 4 milliards 300 millions d'euros l'an passé, une hausse de 18% par rapport à 2016. Pourquoi tous ces chiffres? Parce qu'on en parlait quand même, le jeu vidéo devient un loisir pour tous. Lou Lassina-Foubert, spécialiste des jeux vidéo, auteur de Génération Mario, est avec nous. Michael Stora, également président de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et joueur averti, ainsi que Fabien Néo-Devide, sélectionneur de l'équipe de France de e-foot, que j'interviewais juste pendant la pause. Et vous me disiez que vous n'étiez pas un joueur super calé, quoi. Non, j'ai fait le deuil de ma carrière en tant compétitif très rapidement. J'ai compris qu'il y avait meilleur que moi et que peut-être j'avais davantage de connaissances ou de valeur ajoutée à faire autre chose. Donc vous faites la stratégie, le coaching pour le e-sport aujourd'hui. C'est ça, je pense que j'avais une bonne analyse du jeu, mais par contre mes mécaniques, c'est-à-dire ma capacité à jouer et à faire des choses grandioses avec une souris était très limitée. Vous n'aviez pas le pouce assez rapide. Exactement, donc j'ai détecté mes amis et on a monté une équipe ensemble comme ça et voilà. Et ben voilà, Team Vitality, et voilà pourquoi la Fédération française de foot vous a repéré pour vous occuper du e-sport et du e-foot en particulier. Michael Stora, puisqu'il parlait de sa dextérité, vous avez vu des joueurs incroyables, presque des mutants, vous me disiez tout à l'heure, qui avaient une virtuosité quasiment du jeu, quoi. Oui, ce qu'on appelle cette forme de virtuosité du gameplay qu'on peut repérer entre autres dans des jeux de tir à la première personne, où il m'arrive de regarder des vidéos et je suis parfois bluffé. Et c'est vrai que Daphné Bavelier, qui est neurologue à Genève, a énormément travaillé sur, alors c'est assez compliqué, sur le fait que certains joueurs ont des corps calleux qui, à l'âge avant 23 ans, sont quasiment mutants. C'est-à-dire, bon, alors je suis pas neurologue spécialiste, mais l'idée, c'est vraiment de montrer que
certains ont des sortes de capacités de coordination main-œil ou visio-haptique, mais impressionnantes. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, quand un jeu était sorti, un jeu de voiture où on pouvait faire des accidents, qui s'appelait Burnout, Revenge, les gens, la sécurité routière avait super peur. Alors que paradoxalement, un grand joueur de jeux vidéo a une dextérité main-œil, de concentration, finalement, de focalisation de l'attention qui est proche de celle d'un pilote de ligne. Disons de ligne, en tout cas de voiture. Mais c'est incroyable. Alors, en parlant de cette industrie avec vous, Lou, et je repars sur ce jeu qui sort aujourd'hui, Red Dead Redemption. Alors, c'est énorme. 2000 pages de script, 700 acteurs mobilisés au doublage, 300 000 animations, des années de travail pour un jeu qui va être vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. Le jeu vidéo, c'est la deuxième industrie de divertissement en France, après le cinéma. Oui, en général, le jeu vidéo et le cinéma sont souvent comparés. Justement, il y a une espèce de petit complexe d'infériorité du jeu vidéo. Red Dead Redemption, et vous en parliez, une véritable œuvre cinématographique qui a pris plusieurs années de développement. On parle entre 5 et 9 ans suivant les étapes de développement. Dans des conditions parfois très difficiles aussi, il faut le souligner. Il y avait notamment le responsable d'Another qui disait qu'il y avait des équipes qui travaillaient 100 heures par semaine sur le jeu, donc dans des conditions parfois très difficiles. Ça reste une industrie extrêmement importante. Parfois, on la place aussi devant le cinéma en termes de revenus, suivant les chiffres que l'on prend. Mais il n'est pas étonnant aussi chaque année de voir les produits culturels les plus vendus sont souvent des jeux vidéo aussi. Donc c'est assez impressionnant. Le précédent, Red Dead Redemption 1, a été vendu à 100 millions d'exemplaires à travers le monde. Ça, ce sont des chiffres qui font tourner la tête justement au cinéma. Les concepteurs travaillent dans quelle voie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils nourrissent pour répondre à la demande du moment? En fait, le jeu vidéo fonctionne un petit peu par mode, suivant les années. Par exemple, il y a 2-3 ans, on parlait beaucoup de la réalité virtuelle avec les casques qui n'ont pas réussi tant que ça à se démocratiser parce que c'était des produits chers, parce que c'était des produits assez limités. Là, on est vraiment en 3D dans l'univers du jeu. Voilà, donc en fait, il y a eu peu d'éditeurs qui se sont investis dans la création de jeux spécifiquement pour ces casques. Du coup, ça n'a pas trop marché. Actuellement, la vraie tendance qui émerge, on en parlait tout à l'heure, par exemple, c'est Fortnite ou PUBG, qui sont des types de jeux Battle Royale, qui sont extrêmement intéressants parce que c'est des jeux, en fait, tant qu'on est en jeu, donc c'est des jeux compétitifs où on se bat contre d'autres personnes sur une carte. D'accord, mais ça, on se bat, c'est l'ordinateur qui se bat contre vous? Non, c'est vraiment en ligne que des joueurs. Alors, il y a des bots, ce qu'on appelle des bots, donc c'est des personnages joués par l'ordinateur, mais le principe, normalement, est de jouer contre, justement, des adversaires humains. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un jeu où l'on gagne tout le temps, en fait, finalement. Tant qu'on est en jeu, on est en train de gagner. On est un survivant, en fait. Donc, c'est assez, en fait, addictif. Exactement, parce que c'est de la récompense infinie, en fait. Donc, l'idée, c'est de durer le plus longtemps possible. Et je trouve que c'est une mécanique extrêmement intéressante qui est en train de se développer. Extrêmement intéressante et évidemment à double tranchant, Michael Stora, sur l'addiction. Mais à nouveau, je parle de mon point de vue et de ce que j'aime. Moi, j'ai une formation de cinéaste et j'ai adoré le jeu vidéo parce que justement, c'était un peu une contre-culture de l'image télé, par exemple. Au fond, enfin, je pouvais jouer avec les images. Et je trouvais ça vraiment du point de vue de l'expérience. Et c'est vrai que moi, je suis parfois un peu gêné, j'avoue, de certains PUBG, de ce qu'on appelle les Battle Royale, c'est-à-dire qu'il y a une philosophie derrière qui est propre à notre société, c'est-à-dire l'enjeu, performance, tuer tout le monde pour être le dernier. Il y a des fois où ça me gêne, je le dis vraiment avec mon point de vue. Maintenant, c'est vrai que je vais aimer plutôt des jeux où il y a une dimension narrative, où je retrouve quelque chose de cette illusion de l'enfant qui était un peu à l'image du film de Woody Allen. Je peux rentrer dans l'écran et un peu jouer avec les personnages. Vous nous parlerez des jeux aussi à dimension poétique, parce qu'il y en a aussi dans ce monde si vaste des jeux vidéo. Aurélien, Ramzi, Gladys sont au standard et veulent réagir avec nos invités jusqu'à 11h pour faire le tour de la question en réalité augmentée. À tout de suite. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Nouvelle console, casque virtuel, e-sport, la révolution des jeux vidéo au cœur de Paris. La Paris Games Week qui ouvre porte de Versailles aujourd'hui. On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités. 300 000 visiteurs l'an passé. Gageons qu'il va y avoir du monde encore parce qu'on peut tester justement les nouveaux jeux, les jeux vidéo. Et les Français, c'est toute une histoire. 53% des Français y jouent régulièrement. 34 ans la moyenne d'âge aujourd'hui contre 21 ans en 2005. Qu'est-ce que ça veut dire ce glissement pour vous d'âge, Lou Lassina-Foubert, spécialiste des jeux vidéo? Je pense que quand on joue, en fait, on joue toute sa vie. Moi, je me suis pas arrêté, même si on joue différemment, en fait, évidemment, le temps de travail, etc. On a moins de temps à louer. On a aussi une émergence du rétro gaming, comme on en parlait. Donc, les gens autour de la trentaine, en général, aiment bien retrouver justement des sensations des jeux de leur enfance. Et c'est pour ça qu'il y a des jeux qui sont créés complètement autour, en fait, de ces Madeleines de Proust, avec des graphismes qui sont créés
Donc des jeux créés de 2018, mais avec des graphismes en fait qui rappellent en fait ces jeux anciens. Et les plus de 55 ans, ils jouent à quoi alors? Parce qu'ils sont 55% à jouer aux jeux vidéo aujourd'hui. Moi, je prends l'exemple de ma mère, par exemple, qui est une véritable passionnée des applications autour des jeux sur les mots, les jeux de réflexion, ce genre de choses. Donc ça fait partie des jeux vidéo aussi, ça? C'est considéré comme du jeu vidéo. Sur ton téléphone portable? Tout à fait, oui. Téléphone portable, ordinateur. Et du coup, on a vraiment un panel très différent. On a vraiment des profils très différents de joueurs. Et c'est ça qui est bien aussi avec le jeu, c'est qu'on peut trouver en fait des types de jeux qui correspondent en fait à la façon dont on veut s'amuser quand on connaît un petit peu le milieu. Comme Ramzi qui nous appelle de Sarcelles au 3921. Vous avez 21 ans. Bonjour Ramzi. Oui, bonjour. Et vous êtes joueur aussi, ex-joueur semi-professionnel? Oui, je suis ex-joueur semi-pro, c'est ça. Ah ouais, ça veut dire que semi-pro, vous gagnez un petit peu d'argent pour vos compétitions à l'époque? En fait, ça dépend. En fait, c'est payé au tournoi. C'est pas comme les joueurs pro qui, eux, ont un salaire tous les mois, en fait. Ok. En tout cas, vous jouiez en équipe? Oui, c'est ça. Ouais. Et pour quelle raison, alors plutôt vous étiez attiré pour ces jeux-là, par ces jeux-là? Franchement, je sais pas. En fait, c'est plus en fait, avec mes grands frères qui jouaient, eux, en fait, aux jeux vidéo avant ma naissance. Oui. Et du coup, en fait, moi, j'ai joué à la première Xbox sur Halo. D'accord. Quand j'avais 5 ans. Oui. Et après, j'ai pris goût. J'ai joué jusqu'à l'âge de peut-être 12 ans. Après, j'ai arrêté et j'ai repris vers l'âge de 15 ans. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert le monde compétitif, les tournois, etc. quoi. Et avec des valeurs particulières, là pour le coup, vous n'étiez plus seul face à votre console, mais dans une communication avec les autres joueurs. Oui, c'est ça, on était dans une communication. On a développé un langage qui est pas courant. C'est un langage, on va dire, de geek un peu. Ah ouais, de geek, ouais. C'est vraiment notre langage, vraiment. Parce que, en gros, comme je disais, comme je dis, c'est... En fait, ce qu'on peut désigner en une seule phrase, on le dit en 2 mots ou un seul. Alors, donnez-nous un exemple de cette langue particulière, Ramzi. Par exemple, le corner. Quand on dit qu'il est sur le corner, c'est que, en fait, il est dans un coin ou il est en haut. Ou, voilà. En fait, c'est pour désigner vraiment qu'il est dans un endroit qui n'est pas... Ah d'accord, ouais, donc c'est pas commun, qu'il est à l'ouest, quoi, autrement. Donc, quand il est au top, c'est qu'il va être tout droit. D'accord. Et ça, ça fait réagir notre invité Fabien Néo-David, qui est sélectionneur de l'équipe de France de e-foot, parce que ce langage permet aussi, c'est un peu des codes, quoi. C'est l'exercice le plus dur, en fait. Même quand on est en médias, c'est aujourd'hui comment vulgariser et surtout arrêter les anglicismes. Parce qu'en fait, l'e-sport est un marché global et la plupart du temps, les compétitions, justement, nous forcent à parler anglais. Donc, on a tous énormément progressé grâce à l'émergence, justement, d'Internet et de milieux compétitifs en anglais, là où je pense que on a des lacunes vraiment avec l'anglais de manière générale, et je pense véritablement que c'est un moteur, et la plupart du temps c'est vraiment des raccourcis de langage qui sont issus de l'anglais. Mais bon, en tout cas il parle, Ramzi, merci de votre appel de communication, de partage, de solidarité sur les valeurs que vous prenez avec l'e-sport. Exactement, en fait il y a énormément d'analogies avec le sport traditionnel, je vais me répéter, mais on est quelque chose de différent. On n'a pas la prétention, la vocation de se dire qu'on est un sport, on est une discipline qui est émergente, qui est proche de l'entertainment et du sport. Mais aujourd'hui, on a exactement les mêmes valeurs, que ce soit la combativité, le fair play, l'envie, l'abnégation, l'euphorie dans la victoire, et comment ça peut être quelque chose de dévastateur quand on perd. Donc sincèrement, voilà, aujourd'hui, on a toutes ces mêmes choses. Vous nous direz comment on peut faire, par exemple, pour s'inscrire à une compétition d'e-sport, et même si on n'est pas bon, enfin si on débute, est-ce qu'il y a des de l'e-sport pour débutants? On est avec vous, Michael Stora, avec vous, spécialiste des jeux vidéo, enfants, addiction, relations tumultueuses avec ces jeux-là. Vous avez justement décomplexé un certain nombre de joueurs, c'est bien, et puis on continue jusqu'à 11h sur Europe 1. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1. Les Français et les jeux vidéo. Wendy Bouchard, il est 11h-10. On se dépêche, les dernières minutes de l'émission. Jean-Seb Desmarais sur le hashtag Europe 1 nous demande à quand une team e-sport Europe 1 avec Julie et Wendy dans l'équipe. Il y a du boulot. Mais c'est bien, nous on est pour, Fabien Néo-David. Justement, même si on a un niveau 0, on peut se mettre à la compétition? Bien sûr, en fait, on n'est pas aussi accessible que l'athlétisme, parce que l'athlétisme, on se met à courir dans la rue, hop, on peut dire qu'on fait ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir un morphotype ou
je veux dire, par exemple, LeBron James en basket, il est prédisposé à être basketteur. Le mec fait 2,4 m, etc. Aujourd'hui, dans l'e-sport, il y a ce côté où c'est très accessible. On peut être petit, gros, grand, on peut être de tout genre, de tout horizon, et même avoir un handicap et pouvoir jouer aux jeux vidéo. Super. Et là, on va sur Internet et puis on tout un tas de. Exactement. On peut donc c'est très connecté. Forcément, c'est un milieu qui est très digital. Nous, notre enjeu maintenant, c'est de se matérialiser. C'est un petit peu l'opposé des clubs de foot ou de sport de manière générale, c'est qu'eux, ils veulent se digitaliser parce qu'ils sont trop matériels. Oui, mais vous parlez justement de personnes handicapées ou isolées. C'est ça aussi le jeu vidéo, la vertu du jeu vidéo, Lou Lassina Foubert, c'est une dimension sociale forte. Une véritable dimension sociale, et c'est même ce que Ramzy disait en fait durant son appel. Il a parlé de ses frères qui jouaient. On sent qu'il y a une transmission quand même malgré tout. Il y a beaucoup de parents qui jouent avec leurs enfants. C'est un moyen de communication avec les proches. C'est un moyen de rencontre aussi. On peut rencontrer des gens par Internet en les affrontant ou aussi en participant à des compétitions. Et c'est un facteur d'intégration aussi pour des personnes qui sont par exemple plus introverties. Oui, mais le revers de la médaille, Michael Stora, évidemment, c'est se dire, bah voilà, mon fils, il passe ses nuits devant sa console tout seul. Enfin, il est dans un autre monde avec des gens qu'il ne voit pas. Il y a cette dimension addictive qui fait peur, mais qui peut être pour vous aussi, vous le dites, éducative. Ah, c'était votre question. C'était votre question. Vous n'évoquez pas l'addiction. Je trouve ça étonnant, Michael Stora. Ça vous inquiète pas ? Non mais attendez, l'addiction a été reconnue officiellement dernièrement par l'organisation, et moi en tant que thérapeute et clinicien, c'était bien. Je pense qu'il ne s'agit pas de le nier. Par contre, alors c'est un autre sujet. Le gaming disorder. Voilà, gaming disorder. Là où moi je suis en porte-à-faux avec mes collègues, c'est la manière dont on les prend en charge. On les hospitalise, on les médicamente, et finalement, oui, mais bien sûr, maintenant, puisque c'est reconnu, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une prise en charge très officielle de la chose, et donc on va hospitaliser. Et c'est ce qu'on faisait déjà avant. C'est la raison pour laquelle, avec une collègue, nous allons créer maintenant l'école des héros, c'est assez ironique, à Lille, entre autres, qui justement, parce qu'il faut savoir que 90% des jeunes, et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve chez des grands joueurs, sont des enfants dits précoces ou avec des hauts potentiels. On va retrouver même dans League of Legends, qui sont des jeux de stratégie qui exigent un vrai travail de pensée, avec une rapidité. Ça veut dire que souvent, il faut plutôt capitaliser sur leur talent. Le gaming est une sorte de porte d'entrée très intéressante pour eux, et je pense qu'il faut plutôt capitaliser sur leur talent plutôt que de soigner simplement la part malade. C'est un vrai phénomène de société. On va avoir petit à petit, peut-être dans des sociétés de plus en plus dures, des gens qui vont à un moment peut-être éviter le réel en jouant de manière complètement délirante. Mais je crois que c'est important de se dire que la manière dont on les prend en charge actuellement, moi, m'inquiète. Très belle idée. Donc l'école des héros, bientôt à Lille, justement. Dimension éducative de ces jeux vidéo aussi, très clairement. Alors évidemment... Même si on dit aux enfants, pas de tablette, avant 3 ans. C'est ça. Alors moi, j'ai travaillé à l'époque pour des commissions ministérielles sur l'introduction du jeu vidéo à l'école. Il y avait pour moi une chose intéressante, c'est que dans le jeu vidéo, c'est en perdant que l'on apprend à gagner. Et je peux vous dire qu'à l'école, lorsqu'on perd, en général, votre note chute. Je suis d'accord, mais à l'école, malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes stigmatisé en tant qu'élève ? Vous chutez à tous les niveaux. Le jeu vidéo ne vous juge pas. Il y a quelque chose en soi dans ce mécanisme-là qui est très intéressant. Après, dans les pays nordiques, il y a en effet des expérimentations qui sont faites. Ils ont un côté très pragmatique. On va utiliser un jeu vidéo, on va écrire sur son expérience, et puis après, on va en effet à l'école vérifier si d'un point de vue historique, il est vrai. Donc, on peut utiliser le jeu vidéo comme un allié pédagogique, thérapeutique, éducatif, et c'est évident qu'il y a un avenir tout à fait intéressant dans cette dimension-là. Vous avez 10 secondes pour terminer, chacun. Lou Lassina Foubert, le jeu que vous nous recommandez là, qui peut être bon pour chacun, toutes les familles, transgénérationnelles, ce que vous voulez, qui va réconcilier. C'est difficile. Un bon vieux Mario. Le nouveau Tetris, quoi. Un bon vieux Mario. Voilà. Vous qui avez écrit Génération Mario, c'est l'histoire d'un plombier, 3 petits points, un plombier qui a fait rêver des générations. Chez Sœur d'édition, c'est sorti il y a quelques semaines. Fabien Noyo-David, votre prochaine compétition de e-sport ? Prochaine compétition, ça va être sûrement la reprise des LCS en janvier prochain, si tout va bien. Et voilà, ça. C'est quoi les LCS ? Les LCS, c'est le championnat d'Europe de League of Legends, c'est l'équivalent de la Champions League sur ce jeu-là. Très bien. Et vous êtes mobilisé avec Vitality, votre équipe professionnelle de e-sport qui ne fait pas que du foot. Non, pas que du foot. Voilà. Merci, c'est ouvert à tous. Merci beaucoup pour ce tour de la question et merci d'avoir parlé aux Béotiennes que nous sommes. Et on en sait beaucoup plus maintenant. On va partir au week-end et on va aller à la Paris Games Week. Allez. À lundi, Julie. Merci. Wendy Bouchard, 9h-11h sur Europe 1.